Je suis Stéphane Chesselet, je suis le président de Chair à tout cœur, l'association qui organise les rencontres citoyennes, les deuxièmes cette année, les premières il y a un an. Pouvoir aider les gens qui étaient victimes des faits indésirables, parce que nous on s'est au départ formés en collectif avant d'être une association pour justement lutter contre, essayer de lutter contre les mesures qui étaient prises de confinement, de couvre-feu, de vaccination obligatoire. Puis à un moment donné, il y a eu des gens victimes et on s'est dit on ne peut pas les laisser comme ça. Et donc il faut qu'on les aide, parce que de toute façon la meilleure façon de lutter contre un État qui avance avec des mesures totalitaires, c'est de se regrouper et de continuer à se parler. Nous, on voulait que ça permette au départ, quand l'année dernière, pas l'année dernière, il y a 1 an et demi, quand l'idée a germé, c'est qu'on savait qu'il y a des collectifs et des associations qui se formaient à droite à gauche en France, mais que ces collectifs ne s'étaient pas rencontrés. Donc on s'est dit, on crée un événement pour qu'ils puissent se rencontrer les uns les autres. Voilà. Alors je me présente Aline Goudard, la maman d'Alexandre. Alexandre qui est décédé le 13 février 2022. Il s'est fait vacciner le 17 janvier 2022. Là, il est décédé à l'âge de 23 ans. Je sais que c'est le vaccin, parce que Alexandre était en bonne santé. Les seules fois où il a été chez le médecin, c'était pour avoir un certificat médical pour faire du sport. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il avait une vie très saine. Là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire éclater la vérité et surtout que ça ne se reproduise pas. Je cours aussi parce que je n'ai toujours pas les résultats d'autopsie. Ça va faire 3 ans. J'espère y aboutir bientôt. Alexandre avait très très mal à la poitrine. Il a atterri à la clinique de Haute-Savoie, la clinique privée. On n'a pas pris son cas au sérieux. On lui a fait une prise de sang, une ordonnance antidouleur et rentré à votre domicile. Arrivé sur le parking de la clinique, il a demandé à sa copine de retourner à la clinique parce qu'il sentait qu'il avait de plus en plus mal. Il lui a dit « appelle-les, je vais mourir ». On lui a répondu « retournez à votre domicile ». C'est ce qu'il a fait. Arrivé à la maison, il s'est refait couler un bain parce que le fait d'avoir de l'eau jusqu'au niveau du cou, il avait moins mal à la poitrine, il avait la poitrine qui gonflait. Quand il est sorti, son état s'est aggravé. Ils ont appelé le SAMU qui ne s'est pas déplacé. Le SAMU a dit il fait une crise d'angoisse. Ils ont appelé une deuxième fois. Le SAMU a dit c'est parce qu'il s'y prend très mal pour souffler dans le sachet. Et la troisième fois, elle leur a dit il crache du sang. Là, ils se sont déplacés. Il a été conscient 10 minutes. Il a fait un arrêt cardiaque et hémorragie pulmonaire. Et aujourd'hui, je me bats pour faire éclater cette vérité. Ça va être très long, mais je ne lâcherai pas jusqu'à mon dernier souffle pour mon fils, parce qu'il est parti, il nous a brisés tous. La famille, ses amis, on est nombreux à le regretter parce que c'était une très très belle personne. Je ne sais pas si vous imaginez d'être devant des demi-cercueils à choisir le cercueil de son enfant, alors que logiquement, ça aurait dû être le contraire. Et je me souviens, mon mari m'avait dit « Regarde, il y a les poignées dorées ». Je lui ai dit « Non, il n'y a rien à foutre des poignées dorées ». Et il y en avait un qui était brut, parce que les gens veulent le rose, bleu, voilà. Et moi, j'ai voulu ce cercueil-là, avec un bol, des marqueurs. Et ce sont ses copains, la famille. Ils ont customisé le cercueil d'Alexandre, en mettant des petits mots. Et il y a eu un mot en particulier que j'oublierai pas, stop au vaccin. Voilà. Alors bonjour, je suis Sonia, je représente l'association Verity France. Aujourd'hui, Verity France mène des actions contre des institutions et nous engageons des avocats pour porter la voix de tout le monde. En fait, Verity France a été créée pour recenser les effets secondaires des personnes qui souffrent de cette injection Covid-19 et malheureusement des cas de décès aussi, comme on en a été victime, nous les cofondateurs de Verity France. Moi-même, j'ai perdu ma nièce, Sophia, 17 ans, 10 jours après sa première injection Pfizer. Elle était en très bonne santé et
Aujourd'hui, on est en procès, ça fait plus de 3 ans qu'on recherche cette vérité. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à Vierzon, à Bourges, dans le département du Cher. C'est la 2e rencontre citoyenne internationale qui a un fort succès. Donc j'engage les gens à... Enfin, je soumets aux gens de venir rejoindre toutes les associations qui sont là pour la défense de toutes ces victimes d'effets secondaires plus ou moins graves suite à cette injection Covid-19. Parce que si nous nous réunissons tous, si nous fédérons entre collectifs et associations, on pourra peut-être un jour obtenir la vérité. Le président de l'association Vérité France s'est porté partie civile. On a profité de la plainte déposée de Frédéric Baldon, lobbyiste belge. On a profité de s'immiscer dans sa plainte. Et notre président, Frédéric Beltra, qui lui aussi a été victime, il a perdu son fils d'injection Pfizer, tout comme moi. Et on se bat justement pour que cette vérité puisse éclater. Donc on appelle à tout le monde, à tous les pays européens, de se battre contre cette Union européenne qui franchement nous a injecté. Enfin moi je ne suis pas injectée, hein, j'ai refusé. Je sentais qu'il y avait, on va dire, une anguille sous roche. Au début, on parlait de vaccination expérimentale et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Aujourd'hui, on ne parle plus d'expérimentation, mais on sait que c'est une expérience en fait qui a été faite. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, de médecins qui se penchent à savoir ce qui se passe. Mais malheureusement, nos médias français se taisent. Nos politiques ne disent rien non plus. Donc c'est à nous, la population, à se réveiller et à montrer qu'on nous a menti. Vérité France s'est immiscé, comme je vous disais, dans la plainte de Frédéric Baldon, le lobbyiste belge. Lui, il a attaqué sur le fond et nous, on attaque en tant que victime. Donc, on peut dire qu'on a une petite victoire, c'est qu'on a obtenu des contrats. Des contrats qui ont été signés avec von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, et Albert Bourla, président de Pfizer. Et on n'aurait jamais cru. Parce que au début, il parlait de 75 ans, on révélera les contrats dans 75 ans. Et ben, pour nous, c'est une victoire parce qu'on les a dans les mains. Et on a des contrats qui ne sont pas biffés. Les députés ne les ont pas. Personne ne les obtient. Il n'y a que ceux qui vraiment se sont immiscés dans cette plainte qui ont pu, certaines personnes ont pu avoir accès. Mais pour la confidentialité de l'enquête, nous ne devons de ne pas les divulguer. Soyez patients, battez-vous, réunissez-vous, unissez-vous, soyez solidaires, venez porter votre parole dans les associations, chez les collectifs, n'ayez pas peur, bougez-vous, on ne vous laissera pas tomber. Déjà l'association Vérité France, ça fait plus de 3 ans qu'elle existe et on se bat pour le bien commun. Bonjour Marisa, je suis enseignante et porte-parole de la plateforme SOS Effets Indésirables Covid et Vaccination. Alors la plateforme est née le 6 janvier dernier. L'idée c'était de soutenir moralement les personnes qui ont des effets indésirables et leurs familles, parce que malheureusement, en plus de leur souffrance physique, souvent elles ne sont pas reconnues comme victimes et en souffrent énormément. C'est une plateforme téléphonique avec un numéro gratuit et c'est national. Nous avons aussi une boîte mail où on peut nous écrire parce que certaines personnes n'osent pas téléphoner et préfèrent la voie de l'écrit, donc c'est tout à fait possible. Nous, on se considère comme le premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire quand des victimes ont besoin de s'exprimer ou recherchent des informations, eh bien, ils peuvent nous appeler de 10h à 22h du lundi au samedi. On a plus de 40 écoutants à l'heure actuelle qui sont disponibles et on oriente alors vers Solidéclat si les personnes souhaitent déclarer leurs effets indésirables ou vers des collectifs de victimes. Nous-mêmes avons un groupe Telegram pour les victimes, avons une psychologue en activité qui offre des séances de psy par téléphone gratuit 3 heures par semaine. Voilà, donc on est vraiment, l'idée c'est avoir une aide morale pour pouvoir tenir avec ces effets indésirables. On en a, oui, qui sont vraiment, en fait, ils savent plus vers qui se tourner, ils ont été rejetés du monde médical. En gros, on leur a dit, on peut plus rien faire pour vous, exclus de leur famille, plus d'amis, donc ils sont vraiment seuls et c'est vraiment des appels de détresse. Et c'était vraiment l'idée, les soutenir parce que contre le physique,
est en difficulté. Si en plus on n'a pas le moral, on sait très bien que ça devient très très compliqué et une catastrophe est vite arrivée. Des conseils, eh bien, c'est justement d'essayer de nous appeler ou d'appeler des collectifs locaux. De plus, nous, on a décidé depuis la semaine dernière de mettre en place les sentinelles du cœur. Donc ça va être des bénévoles qui vont se déplacer physiquement pour aller voir les personnes qui n'ont plus la capacité de se déplacer. Voilà, donc ils n'hésitent pas à nous téléphoner ou à prendre contact. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans à peu près tous les départements, il y a des collectifs ou des associations qui bougent. Donc il ne faut pas hésiter. Sortir de la solitude, c'est très important en début de guérison. Je suis le docteur Martine Gardenal. Mes qualifications sont médecin. D'abord, ensuite médecin homéopathe. Donc je suis à la Ligue depuis au moins 30 ou 40 ans, et moyennant quoi ils ont voulu que je m'occupe de la Ligue d'une façon un peu plus précise, et l'année dernière ils m'ont demandé donc d'assumer la responsabilité, et comme c'est quelque chose qui m'intéresse surtout avec cette période de Covid où on a vraiment beaucoup de choses à faire et à dire, j'ai accepté ce poste qui est un poste à responsabilité. Alors donc, ce que je veux préciser de façon très claire et nette, c'est que nous ne sommes pas anti-vax. Depuis 70 ans, nous existons, même 71 ans cette année. Donc, on a beaucoup travaillé pour informer les gens. Et là, je crois qu'on a semé beaucoup de graines. La crise Covid nous a fait prendre conscience eh bien qu'il y avait encore beaucoup plus à faire, et ça a mobilisé donc toutes nos énergies pour être au plus près des gens, parce que malheureusement, comme vous savez, il y a beaucoup d'effets secondaires qui étaient connus dès le départ, puisque c'était connu par tous les laboratoires pourvoyeurs de ces injections, et donc on a été hyper sollicités, aussi bien par des gens qui voulaient savoir avant, et puis maintenant malheureusement par des gens qui ont des effets secondaires plus ou moins graves, et voire même beaucoup plus graves. Voilà. Et donc moi, en tant que présidente, je me dis que le travail qui a été fait d'information est important, que je veux absolument continuer. Et j'ai demandé pour la première fois ce qu'il y a un article sur les animaux, un article récent sur les animaux, parce que les animaux, d'abord, on en a tout autour de nous, aussi bien les animaux sauvages, je pense aux oiseaux et à tous les animaux, mais aussi les animaux d'élevage, les animaux de compagnie, qui sont dans le même bateau que nous, tant sur le plan de nourriture que injections diverses et variées. Et donc, et ça se retrouve dans nos assiettes. Là-dessus, il n'y a aucune étude, aucune publication. Et donc, il faut vraiment savoir, et c'est important. Et donc, il faut continuer à informer dans ce sens-là, c'est très important. Mais ce qui m'intéresse aussi le plus maintenant, c'est ouvrir des nouvelles portes vers la recherche. Voilà. Parce que tant qu'on n'aura pas de recherche, ce que nous opposent ceux qui sont en face de nous, et ils sont très puissants, il ne faut pas se le cacher, c'est que nous avons des impressions, des présomptions, voilà, peut-être que, mais ils vont nous dire que c'est peut-être l'hygiène, l'environnement, les émotions, ou je ne sais quoi. Donc là, il faut des preuves absolument scientifiques, et c'est dans ce sens qu'il va falloir s'ouvrir et aller pour pouvoir justement garder une santé au top le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Et la Ligue va s'employer à ça avec beaucoup d'autres associations maintenant. La vaccination va devenir ARN messager pour tout et pour tous, aussi bien pour les humains que pour les animaux, à court terme, puisqu'on parle de 2030. Voilà. Et donc là, il faut... Alors moi, je fais un lien tout à fait précis avec ça, puisque les ARN messagers, on sait que ça peut éventuellement jouer sur notre génétique. Alors, on est contre les OGM, on est contre tous ces produits-là, mais ça veut dire que nous allons nous-mêmes nous transformer en OGM. Et donc, c'est la porte ouverte au transhumanisme. Et là-dessus, ça interpelle beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'inquiète. Et je me dis, quel est l'avenir de l'humanité et quelles conséquences ça va avoir
sur le court, sur le moyen et surtout sur le long terme. Et ça, c'est une vraie question, non seulement médicale, mais sociétale, humaine, philosophique. Et il faut vraiment qu'on se pose la question maintenant, parce que le terme est très très court, on a 5 ans devant nous. Il est dit qu'il y a dans les tiroirs 500 nouveaux vaccins ARN, enfin injections, parce que pour moi ce ne sont pas des vaccins, mais des injections transgéniques ARN messagers. Donc on parle de 500. Mais c'est abyssal, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon. Et puis se dire que en modifiant l'ARN des gens, eh bien, ça va soigner et guérir. J'émets certainement des doutes quand on voit ce qui s'est passé avec les injections Covid. Je me dis que on peut aussi se poser des questions. Ça ne peut pas, on ne s'amuse pas à bricoler la génétique sans que ça ait des conséquences. Je n'y crois pas une minute. Ou tout du moins qu'on me le démontre. Vous savez que pendant que les adultes buvaient leur café à la terrasse, les enfants étaient encore masqués dans les cours de récréation à une certaine époque. C'est les enfants qui ont été les plus masqués de tous les citoyens. Parce qu'il y avait la pause café pour les profs. Les enfants, non. Il y avait des enfants qui portaient le masque à la cantine et qui devaient le remettre entre chaque plat, voire entre chaque conversation. Donc en effet, il y a eu maltraitance. Alors bonjour, je suis Léo Dubois, étudiant en licence de biologie, 3e année, à l'université d'Aix-Marseille. Je suis également auteur d'un livre qui s'appelle Covid-19, plus jamais ça, publié aux éditions Marco Pieter au mois de septembre 2024 et préfacé par le professeur Christian Perron. En fait, quand on a eu le confinement en 2020, j'étais encore en terminale scientifique, donc c'était à la période d'avril, hein, et on était dans l'attente de savoir si on allait passer le bac ou pas. Et donc on a été confinés, donc on faisait cours à la maison, avec les manières, avec le matériel du bord, avec ceux qui étaient disponibles. Hein. Donc c'était compliqué. Mais après ça, en fait, c'est pas la période qui m'a le plus marqué, parce que moi-même, j'avais déjà pris quand même pas mal de recul. C'était à la rentrée de l'automne 2020, donc là, quand je suis parti en BTS, avant de partir sur une licence. En fait, je me suis orienté entre-temps. Et quand j'étais parti en BTS, eh bien, on avait le port du masque à l'intérieur et à l'extérieur dans la cour de récré, mais on ne l'avait pas obligatoire dans la cantine, alors qu'on avait rassemblé chaque jour tout le monde au même endroit. Du coup, il y avait une incohérence sur ce point-là. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, les restrictions se sont intensifiées et la surveillance a été augmentée. Alors moi, personnellement, j'étais très réfractaire à cette mesure de port du masque. Donc j'avais tendance à le mettre sous le nez pour pouvoir respirer, parce que pour moi, c'est un réflexe vital. Et même une certaine façon de contester la mesure qui n'avait aucun sens. Mais ça m'a valu des engueulades, ça m'a valu même parfois à terme une sanction assez forte quand même à la fin. J'avais tout le monde dans le collimateur, c'était une période assez folle. Et à la fin du mois de décembre, eh bien, j'ai reçu un rapport d'avertissement comportement pour non-respect du port du masque et insolence vis-à-vis du personnel. Alors insolence parce que j'osais poser des questions à mes professeurs, à mes surveillants, pointer les incohérences, leur dire mais attendez, vous faites ci, mais vous faites le contraire dans autre chose. Et je leur donnais des éléments, parce que moi, de mon côté, je faisais mes recherches dès 2020, des recherches sur les chiffres de l'État, chiffres officiels, les données scientifiques, les études. Donc mon but, c'était vraiment de transmettre la connaissance. Mais ça a bien embêté certaines personnes, parce que, en fait, dans cette histoire, ce qui m'a été reproché vraiment particulièrement, c'était pas tant d'avoir le masque sous le nez, parce que certains surveillants se sont confiés, hein. Alors, que ce soit pour ou contre pour moi, hein. J'ai eu les mêmes réflexions. Et bien, ce qui a été sanctionné, c'était oser questionner, c'était oser dire non à l'autorité. Et ça, c'est ça qui m'a particulièrement interpellé et qui m'a choqué également. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce système. Donc,
Voilà, donc à partir de ce constat, j'ai terminé mon année de BTS, j'ai décidé d'arrêter, d'autant plus qu'on a eu l'annonce du pass sanitaire par le président Macron pour après l'été 2021. J'ai décidé de suspendre temporairement mes études pendant 1 an pour intégrer ensuite une licence. Donc ça m'a permis de me protéger du harcèlement sanitaire, puis du harcèlement vaccinal qui a eu lieu pendant la période du pass. Et je suis parti en licence de biologie. Donc voilà, j'ai pu emmagasiner de la connaissance, faire connaissance avec quelques camarades, des professeurs, dont certains quand même commencent à se questionner sur ces mesures et surtout concernant la vaccination, dont certains même qui ont bien compris l'arnaque qu'il y avait derrière. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de mettre du sens dans ce que j'apprends, dans ce que je fais, et quand on nous dit qu'il faut mettre un masque à l'extérieur, alors qu'en même temps les mêmes qui nous disent qu'il faut le mettre à l'extérieur nous disent qu'en fait à l'extérieur il n'y a pas de contamination, du coup mais ça n'a aucun sens, et je me dis non mais en quoi sont-ils crédibles? D'autant plus que là, au fur et à mesure des mois et des années, donc 2021, 2022, 2023, on a eu de nombreuses études qui ont été publiées sur le port du masque. Ça a été encore rappelé pendant le congrès à Dijon. Eh bien, les études, notamment Cochrane, expliquaient clairement que le masque, il n'y avait aucune différence des contaminations entre la population masquée et non masquée, que ce soit pour la grippe et pour le Covid. Et même chez les soignants, on n'avait pas vraiment de différence significative. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune preuve, on ne doit pas imposer une mesure qui n'est pas suffisamment éprouvée, quoi. Et il en est de même pour le masque FFP2. Normalement, ils ont une capacité de filtration qui est supérieure au chirurgical, mais encore une fois, au niveau de la science, on a quand même certaines limites et il n'y a pas non plus de différence significative de protection. Et il y a même certaines études qui ont même montré qu'il y aurait une contamination excédentaire parmi les gens qui portent un masque. Voilà, donc on va dire, on est vraiment... ceux qui imposent le masque en disant qu'il faut vous protéger, en fait, pour moi, c'est un peu de l'anti-science, parce que la science, c'est un concept que j'adore, la science, c'est le débat d'idées, c'est la confrontation d'hypothèses et l'acceptation de toutes les hypothèses, même qui semblent être les plus folles, parce que la science, c'est quelque chose d'inconfortable, elle est amenée à évoluer au gré de nos observations, expériences et méthodes, technologies de recherche. Donc voilà, la science, ça va évoluer. Ce qu'on a découvert aujourd'hui, on sera peut-être contredite dans le futur, par exemple. Et aussi, on dit souvent, la science, le consensus, il faut l'écouter et il faut faire confiance en la science, il faut croire en la science. Mais ça, c'est tout le contraire. Parce que la science, comme je l'ai dit, ça évolue, ça change. Et aussi, c'est une façon, la science est une manière d'expliquer la réalité. En fait, elle est là pour essayer d'interpréter nos observations, formuler des hypothèses pour essayer de décrire, de comprendre ce que l'on observe. Et donc, la vraie caractéristique de la science, chose que j'apprends avec certains professeurs en fac, c'est le dissensus. Voilà, c'est l'inverse du consensus. C'est ça vraiment le véritable but de la science. J'ai rassemblé de nombreuses études, beaucoup de sources, de sources officielles, des mails de l'État, Santé publique France, gouvernement, etc. Et en fait, j'avais tout cumulé sur un site internet, covidrechercheverité.fr, sur mes canaux, les réseaux sociaux, Telegram, Twitter et Facebook, malgré la censure. Et bien, en fait, je me suis dit, il y avait tellement de choses. Et en fait, je regarde aussi ce que fait d'autres personnes, des médecins, des scientifiques, chacun a écrit un livre. Mais je me suis dit, mais en fait, chacun a écrit un livre en restant dans son domaine d'études. Par exemple, chacun a spécialité dans son domaine. Par exemple, les statisticiens vont écrire des livres plutôt ancrés sur la statistique, des médecins un peu plus sur le côté médical, après d'autres personnes dans la génétique qui vont s'intéresser uniquement à l'ARN. Donc en fait, on avait plein de livres différents. Moi, mon but, c'était déjà de rassembler mes recherches. Déjà pour moi, pour plus tard, pour retrouver facilement toutes mes recherches, mais en même temps
pour faire une pierre de coups, de partager toutes mes recherches de manière efficace à mon entourage et plus largement du coup à tout le monde qui a bien envie de lire. Et en fait, ce livre-là, mon livre, lui, il a pour particularité déjà de rassembler plus de 750 références scientifiques officielles dans un nombre de pages plutôt limité à hauteur de 200 pages pour que à peu près tout public le lise, parce qu'on a beaucoup des personnes qui adorent lire, qui lisent très facilement des centaines voire des milliers de pages en très peu de temps, et d'autres qui ont moins de patience et qui veulent savoir tout de manière très rapide. Voilà, j'ai pensé à ça. Et aussi de rassembler tous les sujets. Donc la statistique, la vaccination, les mesures, les traitements, la corruption. Voilà, pour tout rassembler dans un seul et même ouvrage pour que chacun puisse accéder à la connaissance de manière synthétique, de manière efficace et le plus rapide possible. Ce sera le mot de la fin. Moi, j'aurais envie de vous dire, les jeunes, ils ont besoin d'être empuissantés, en fait, dans leur capacité de vie. En permanence, on leur dit que le monde va s'écrouler, le climat se réchauffe, bon bref, vous connaissez tous ces discours-là. Et en fait, au fur et à mesure, ils sont comme, ils savent plus quoi faire, ils sont impuissants. Et si on peut leur redonner vraiment cette capacité à rêver et à les empuissanter dans leur choix de vie. J'avais des terminales, quand on faisait le climat, je leur passais toujours le film Demain, et pour la première fois ils me disaient « Ah mais enfin on nous parle de solutions, mais pourquoi on nous parle jamais des solutions? Pourquoi on nous dit toujours ce qui va mal? Pourquoi on nous dit jamais ce qui va bien, ce qui peut être fait ?» Et je pense que ça c'est vraiment une piste pour aider nos jeunes à... Merci Stéphanie.